Ce soir, nous plongeons au cœur d'une réalité bouleversante, celle d'un enfant qui porte le poids des traumatismes et des non-dits familiaux. Bien le bonsoir chez vous et bienvenue dans Secret de vie. Je suis le fruit d'un inceste. Ce n'est pas moi qui le dis, mais elle, celui qui occupe ce soir le siège des secrets de vie. 27 22 40 12 58, c'est le numéro sur lequel vous pourrez appeler pour participer à la discussion. Et parlons de discussion, sur ce plateau, ces interventions valent leur pesant d'or. Il s'agit bien évidemment de notre consultante, Erin Koné, qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Erin, vous allez bien? Ça va et vous? Bien, ravi de vous retrouver. Merci, plaisir partagé. Nous sommes aussi ravis de vous retrouver, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Nous sommes en direct des locaux de RTI2. Secret de vie, c'est une émission qui a pour objectif de permettre à nos différents témoins de se libérer de leur fardeau. Et ce soir, c'est Alain qui a décidé de guérir émotionnellement, de sortir de sa prison psychologique en nous partageant son secret, qui est « Je suis le fruit d'un inceste ». Nous vous invitons à suivre son histoire. Je m'appelle Alain. Depuis que je suis petit, j'ai toujours senti que j'étais un peu différent de mes frères. Oui. J'ai senti que c'est comme si maman ne m'aimait pas. Oui. Elle avait une manière de prendre mes frères, mes jeunes frères là, mes petits frères là. Elle les prenait bien chic, bien. Voilà. Elle était toujours à les petits soins, tout ce qu'ils veulent là. En tout cas, quand elle a les moyens de les donner, elle les donne. Mais quand c'est moi, quand j'ai faim par exemple, quand je dis « Ah maman, j'ai faim », il me servit même ses problèmes. Si elle rentre dans la cuisine, c'est qu'il y a un de mes frères qui veut manger, donc elle va le servir, c'est là qu'il me sert. Sinon, pour dire, elle va se lever pour moi, pour aller me servir. C'est mal la connaître. Quand je suis malade même là, elle ne me calculait même pas. Peu importe ce que je ressens, la souffrance, tout ce que j'ai comme mal, elle va me regarder. Si elle a trop fait, c'est que c'est pour me regarder avec un regard froid, un regard bizarre. Et puis elle prend sa route, elle quitte devant moi. C'est ma grand-mère, ma mémé, la femme là. C'est elle. Soit elle se fâche avec maman, elle va parler sur maman, elle-même là, qui va me prendre. Si c'est pour m'envoyer à la clinique, si c'est pour m'envoyer à l'hôpital, en tout cas, c'est elle qui s'occupe de moi. C'est elle qui s'occupait de moi depuis jusqu'à je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Elle a fait beaucoup pour moi. Elle a fait beaucoup. Elle était même... Ce que maman même devait faire là, c'est elle qui était là. Pourtant, je ne suis pas orphelin. Ma maman n'est pas partie, elle n'est pas loin, elle n'est pas, pour dire, elle est aux États-Unis, elle est avec moi. Mais c'est ma grand-mère qui joue le rôle de ma maman. Souvent même, je me demande, est-ce que c'est vraiment elle qui m'a accouché? Est-ce que je n'ai pas été adopté? Mais au fond de moi, j'avais jamais compris en fait. Je me posais toujours la question. Mais pourquoi est-ce que ma maman ne m'aime pas? Pourquoi elle est réticente avec moi? Elle est toujours... C'est comme si c'est Morph qui est devant elle. Souvent, ma maman, je ne sais pas, elle est là souvent, et puis elle me regarde jusqu'à... Toi, tu es un enfant de malheur. Aïe, comment ta propre maman peut te dire que tu es un enfant de malheur? C'est dans ça on était, le temps passait. Après, elle est partie avec son mari et puis avec mes deux frères. Moi, je suis resté avec ma mémé.
avec ma mémé, j'ai grandi. Avec elle, j'ai fréquenté. Toutes les bonnes valeurs que j'ai acquises avec ma mémé. En tout cas, j'ai passé toute ma vie avec ma grand-mère. Jusqu'à ce qu'un jour, elle nous a réunis. Maman, mes frères, moi-même. Et puis aussi, on avait un oncle qui était là. S'ils ont fait connaissance, comme il y a longtemps, ils ne se voyaient pas, donc ils se sont parlé, voilà. Et puis après, quand ma mémé dit, il faut qu'il sache la vérité. Il est très sérieux, il ne l'a jamais vu comme ça. Moi, mais il était là, il dit, donc il y a une vérité qu'il doit savoir. Ma maman dit non. Hein? Bon, j'étais un peu habitué à son dégoût envers moi, au fait qu'elle s'oppose à moi en tout cas. Mais où je dois savoir la vérité et puis on dit non là. En tout cas, je n'ai pas digéré. Il dit mais non comment? Non comment? Mémé, qu'est-ce que je dois savoir? Mémé m'a fixé droit dans les yeux. Elle m'a dit, il faut que tu saches la vérité. Maman était fâchée. Elle a tempêté dans la salle. Bruit. Il a fallu que mon oncle la fasse sortir pour qu'elle se calme. Et puis ma mémé a commencé à expliquer. Pendant qu'elle était en train d'expliquer, maman est rentrée avec mon oncle. Elle était très fâchée, mais elle était tranquille. Et puis ma mémé m'a expliqué. Quand elle a fini de parler, dès qu'elle a fini de parler, tout est devenu calme en même temps. Tout a commencé à être clair dans ma tête. Toutes les questions que je me posais, j'ai eu la réponse un seul soir. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais le fruit d'un péché inimaginable. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais le fruit d'un viol. J'étais le fruit du viol de mon grand-père. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est ce jour-là que j'ai compris que, en fait, c'était pas moi que ma mère repoussait. Non. C'était pas moi. C'était mes origines. C'était mes origines qu'elle repoussait, c'était pas moi. Parce que je suis le fruit de l'inceste. Fruit qu'elle n'a jamais accepté. C'est comme quand elle me voit comme si... comme si je suis l'image vivante de sa honte, de son opprobre. C'est comme si, j'incarne toute sa honte. Voilà pourquoi elle n'a jamais accepté ma présence. Je suis
tombé dans la dépression. Il y avait toujours des voix dans ma tête, des questions, d'autres questions commençaient à venir. Il me posait toujours. Il me dit, mais attends, à quel moment même? Attends, comment même un père peut imaginer même? Je comprenais pas. Même jusqu'à présent, je comprends toujours pas. Je comprends pas. Comment? Attendez. Comment un père peut imaginer même ne serait-ce qu'un instant coucher avec sa propre fille? Mais non. Mais malgré tout ça, je n'arrive toujours pas à faire sortir ces voix de ma tête. Je me pose toujours des questions. Toujours. Aujourd'hui, je suis là, j'essaie de m'en sortir. Voilà, j'essaie de faire comme s'il n'y a rien. J'essaie de m'intégrer à la vie normale, mais je n'y arrive pas. Fin de l'instant témoignage. Avec l'histoire de Alain, c'est toute la question de la filiation et la transmission de la honte qui se pose. 27 22 40 12 58, le téléphone est ouvert, à vous l'antenne. Sinon, Erin, selon vous, qu'est-ce que ce récit met en lumière? Il met en lien des dynamiques très profondes sur le plan transgénérationnel, parce que l'inceste, au-delà d'être un acte qui se passe au sein d'une famille, crée énormément de dégâts et de blessures. Alors, le taux d'inceste semble augmenter depuis un temps. Quelles sont les ou la raison de cette augmentation? Il y en a plusieurs. Déjà, le fait qu'il y ait une culture du silence autour de cet acte-là qui est perçu comme extrêmement tabou. Donc ça donne l'information dans les familles qu'on peut faire ça en toute impunité, on n'en parlera jamais, ça restera là pour préserver l'honneur familial. Il y a les blessures aussi qui peuvent influencer tout ça, les mauvais conditionnements, le fait de vivre en communauté avec beaucoup de monde, on ne connaît plus les frontières, les barrières et tout se mélange. Il y a beaucoup de raisons. Parlons de régler ça en toute, en famille. En toute impunité, qu'est-ce qui justifie le fait que certaines familles règlent toujours en clan d'eau, en famille, au lieu de traduire cette histoire devant le tribunal? Dans de nombreuses familles africaines, on privilégie le clan, le groupe à l'individu. Donc, on préfère tenir en façade une bonne image que de s'intéresser réellement à comment se sent une personne dans son individualité. L'honneur de la famille prime sur l'individu. L'honneur de la famille prime sur l'individu. Êtes-vous d'accord avec cette manière de fonctionner? Appelez-nous au 27 22 40 12 58. On a bien envie de connaître vos différents sentiments après écoute du récit de Alain. Ok, le téléphone est ouvert. Je crois que notre premier appelant, c'est Amani. Amani Kofi, bonsoir. Bonsoir, madame. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, Amani. Oui, bonsoir, madame. La régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'augmenter le volume du téléphone, s'il vous plaît? J'entends Amani faiblement. Alors, Amani, oui. Vous venez d'écouter l'histoire de Alain. Vraiment, après d'avoir fini d'écouter l'histoire, c'est grave, c'est grave. Oui. Mais franchement, il faut dire Alain, c'est un garçon. Mais oui, il est arrivé là. Avec l'histoire que moi j'ai entendue, Oui. il n'a qu'à se dire qu'il n'a pas de mère. Voilà, il n'a pas mère ni père. D'accord. Parce qu'à ma conscience, un homme ne peut pas prendre sa soeur comme sa mère. C'est impossible. Ce que moi je peux dire, il n'a qu'à se chercher même. Pour même pas, la cour même, il n'a qu'à éviter ça même. D'accord. Sinon, ce qui va venir après même là, ça serait pire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de le faire actuellement? Ah bon?
Oui. Ok, c'est bien noté. Merci bien, Amani. Merci. Merci pour ce conseil. Ouais. Amani nous dit que Alain doit se chercher. Il doit considérer qu'il n'a plus de mère parce que l'avenir risque d'être risqué pour lui. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas de cet avis parce que je pars du principe qu'on peut fuir autant qu'on veut la réalité, elle finira toujours par nous rattraper. Alain doit guérir, Alain a été mis face à une vérité très choquante et donc il doit pouvoir la digérer pour aller de l'avant. Maintenant, effectivement, s'il le désire, il n'est pas obligé de rester en contact avec sa famille. Mais une mère, il en a une, biologiquement parlant, dans tous les cas. Donc ça, on ne peut pas l'occulter. Est-ce que le rejet venant de la mère est, dans ce cas, justifié? Justifié, non, mais on peut le comprendre. Ça arrive très souvent dans les cas d'inceste. Ce qui se passe, c'est que la mère d'Alain fait un transfert. Quand elle regarde Alain, elle voit sa douleur, elle voit sa souffrance, elle voit le viol, elle voit l'inceste, elle voit son père. Donc elle ne voit plus Alain comme un individu, comme son enfant, mais elle le voit comme le fruit de l'un de ses plus grands traumatismes. Elle fait une projection. D'accord. Alors, j'ai bien envie de vous laisser développer vos dits, mais là, nous avons un appel, c'est de Madame Koulibaly. Madame Koulibaly, bonsoir. C'est M. Koulibaly. Ah, Monsieur Koulibaly, pardon, autant pour moi. Ah ouais. Vous allez bien? Ça va bien, ça va bien. Voilà. Alors, que vous évoque l'histoire de Alain? Bon, moi, c'est pour encourager Alain. Oui. Il prend son destin à main. Mais est-ce que le monsieur qui a violé vraiment sa maman, est-ce que c'est son vrai père? Parce que c'est le même qu'on lui a caché. Et c'est pour ça qu'on a caché le père aussi, vrai que ce n'est pas le vrai fils de ce monsieur qui l'a violé. Parce que ça arrive souvent dans la famille, hein, les choses souvent ils sont des, comment on appelle, ils se suivent souvent, hein. Comment on dit les choses, comment on appelle, c'est héréditaire. Est-ce que le monsieur qui a violé sa fille, est-ce que c'est sa propre fille aussi? C'est ça le problème. Donc, ce que je dis à Alain, Alain ne doit pas, il ne reproche rien, il est coupable de rien. Il n'a qu'à prendre sa vie en main, dit qu'il est garçon, donc il n'a qu'à travailler, oublier tout ce qu'il voit. Il n'a qu'à prendre son cœur pour travailler, pour devenir quelqu'un. Où il est là, on ne peut pas le rejeter, ce n'est pas un animal, il n'a qu'à se dire qu'il est humain. Le père, vraiment, il a commis des erreurs. La maman, bon, peut-être, je ne sais pas comment elle a retenu la chose, mais quel qu'elle soit. Ça arrive, c'est un humain. Donc, vraiment, moi, je dis à Alain Yafo, il n'a qu'à prendre sa vie en main, courage, il n'a qu'à travailler pour sa réussite, quelle que soit la situation. Il n'a qu'à voir, ça dépendra de comment ils vont le prendre. Est-ce qu'il n'a pas aimé par sa mère, est-ce qu'il n'a pas aimé pour son papa aussi, comme il a dit? Sinon, je me dis que ce n'est pas son vrai père. La fille, c'est pas sa maman là, c'est pas son vrai père que papa là. Il y a même problème, on n'a qu'à fouiller un peu. D'accord. Ça peut être son vrai fils, sa fille. Excuse-moi le mot. Ok. Voilà, Alain, décourage. Il faut que tu es un homme, tu es un humain. Tu n'es pas un animal, on ne peut pas se dire, il n'a qu'à prendre courage. Voilà. Vraiment, merci. C'est ce que je tenais à dire à mon fils. Merci. Merci bien à vous, Monsieur Koulibaly. Merci beaucoup, madame. Merci. Je l'encourage. Merci, madame. Pour Monsieur Koulibaly, il y a anguille sous roche. Parce qu'un vrai père ne peut pas, selon son entendement, violer sa fille. Ce qui m'emmène à vous demander, Erin, qu'est-ce qui peut pousser justement un père à poser une telle action? On ne trouvera aucune explication logique pour pouvoir expliquer un tel acte. C'est un crime aux yeux de la justice, mais que ce soit sur le plan humain, émotionnel, psychique, spirituel, il n'y a rien, absolument rien, qui peut expliquer pourquoi un père s'en va violer sa fille. Alors, je comprends donc qu'on puisse se dire que mais c'est pas possible, il y a anguille sous roche. Mais c'est ce qui est bien avec cette émission, c'est qu'elle montre aussi que non, ce sont des choses qui arrivent, exactement. Ce sont des choses qui existent bel et bien, et ça se passe dans notre société avec des gens qu'on croise tous les jours dans la rue. Il y a une personne que Alain évoque avec beaucoup d'amour dans son récit, c'est sa grand-mère. Le fait que la grand-mère chouchoute, elle prend toujours la défense de Alain, et ça dit qu'elle cautionne les actes de son mari. Parce que sa fille, elle est blessée, elle n'arrive pas à cajoler Alain, mais la grand-mère, elle est toujours celle qui protège Alain, elle le prend comme un œuf. Et ça veut dire que quelque part, la grand-mère, pour elle, elle n'a pas de blessure, ça ne lui dit absolument rien. Je ne pense pas que ça ne lui dise rien, dans la mesure où c'est elle-même qui a initié la discussion pour que
Alain puisse connaître la vérité. Dans le témoignage, il ne fait pas référence à son grand-père. Donc on ne sait pas si le grand-père est toujours intégré dans la famille ou non, si la grand-mère est restée avec lui ou pas. Donc on va occulter cette part du débat-là. Mais de la manière dont il raconte les choses, je ne pense pas que la grand-mère cautionne puisque elle l'a aimé, elle l'a chéri. Je pense qu'elle a aussi quelque part compris sa fille et elle a initié la discussion pour que tout puisse lui être révélé. À la recherche de la clé de sa prison psychologique, Alain a décidé d'aujourd'hui de nous partager son fardeau, de nous partager sa peine. Et son secret est « Je suis le fruit d'un inceste ». Qu'est-ce que cela évoque en vous? Qu'avez-vous à dire à Alain ce soir? Quels conseils vous avez envie de lui donner? N'hésitez surtout pas à nous appeler au 27 22 40 12 58. Alors, la grand-mère qui cajole Alain, la mère qui, je vais dire, n'a pas envie d'être en contact avec Alain parce que ça lui rappelle son passé, cette mauvaise nuit-là. Et l'oncle qui apparaît pour justement aider ou faciliter l'aveu à Alain. Avant qu'on parle de l'aveu, qu'on parle de la méthode, je vais dire de comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes pour et contre le fait qu'ils aient dit ça de manière brusque? Je vais d'abord qu'on revienne sur un fait, c'est l'adoption. Généralement, les gens qui subissent, ces genres d'actes ont tendance à mettre les enfants à l'orphelinat. Êtes-vous pour ou contre ce geste? Je ne suis pas contre, dans la mesure où chacun est libre d'agir comme il veut. On peut comprendre que quand on porte l'enfant qui est le fruit d'un viol, il soit difficile de garder l'enfant. Et si garder cet enfant, c'est lui faire subir le pire, le voir et voir son agression, et qu'on pense que pour son développement, il vaudrait mieux qu'il aille se développer dans une autre famille, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour moi, ce qui est important, c'est de toujours laisser une trace quand on met un enfant à l'adoption pour qu'il puisse savoir pourquoi il a été mis à l'orphelinat. Qu'on lui donne des renseignements sur d'où il vient, sa filiation, au moins son pays d'origine, pour faciliter ses recherches une fois qu'il grandit. C'est bien noté. Au bout du fil, nous avons M. Assouin qui est aussi prêt à donner des conseils à Alain ce soir. M. Assouin, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va. Si, merci. Merci pour votre fidélité. Alors, Alain vous écoute. Quels conseils vous avez envie de lui donner? Vraiment, moi, mon avis, c'est qu'il n'a qu'à être fort. Oui. Il n'a qu'à être vraiment fort. Si la maman est traitée, c'est dû au traumatisme qu'elle a eu durant ce temps. Mais il est né garçon. Il n'a qu'à prendre son mal en patience. Il n'est pas rejeté. Il n'est même pas rejeté du tout. Il a au moins sa grand-mère qui s'occupe de lui. Exactement. Il a sa grand-mère qui le prend comme, en tout cas, son fils. Il n'est pas rejeté. Sa maman, quand sa maman le voit, il voit le mal qu'il a subi. C'est pourquoi sa maman agit de cette manière. Donc il n'est pas rejeté. D'accord. Enlever le stress, le traumatisme en lui-même, dit que non, je suis le fruit de côte. Il est né. Si on devait le tuer, c'est au moment où sa maman était enceinte de lui qu'elle pouvait avorter. Oui. Donc aujourd'hui, il est né. Il a grandi. Et dans un foyer, il va se mettre le côté dépression dans sa tête. Il n'a qu'à travailler pour la vie. Il n'a qu'à prier beaucoup. D'accord, c'est bien noté. Merci bien à vous, M. Assouin. Merci. Merci pour votre conseil. Merci. Alors, de l'intervention de M. Assouin, moi, je retiens que Alain, c'est un garçon. Il doit se battre. Il ne doit pas baisser les bras. Il doit passer à autre chose. Mais dans un tel cas, est-ce qu'il y a lieu de dire que ces garçons... Est-ce que là, on peut dire qu'on est fort mentalement? Bon, ça, c'est l'une des pensées qu'on a beaucoup en Afrique. Tu es garçon, tu es africain, passe au-dessus, passe outre. La vérité, c'est qu'on ne peut pas passer outre juste comme ça, juste par la bonne volonté. Il y a un travail qui doit être fait derrière.
Et beaucoup de gens ne comprennent pas en fait qu'il ne suffit pas juste de vivre un événement traumatisant pour se dire bon allez on passe et puis c'est fini, c'est réglé comme ça et ça n'aura aucun impact. C'est faux. Il y a un travail personnel à faire pour aller de l'avant. Mais je suis d'accord avec l'idée que oui, on veut qu'il passe à autre chose, oui, on veut qu'il évolue, mais il faut qu'il guérisse pour pouvoir faire tout ça. D'accord. Le process de guérison, on en parlera tout à l'heure. C'est une question que je mets en réserve. Je la garde dans mon placard, cette question. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on parle un peu de la méthode de l'annonce. On appelle un oncle, on les met dans une salle, la grand-mère, la maman, plus Alain, et ça se dispute. Est-ce qu'il doit savoir, est-ce qu'il ne doit pas savoir? La mère qui s'emporte, la grand-mère qui est pour le fait qu'il est grand, il peut le découvrir. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? La méthode en soi n'est pas forcément problématique. On est quand même dans une société africaine où il est vrai que souvent, quand il y a de grandes décisions, de grands choix qui doivent être pris au sein des familles, on a pour habitude de réunir les aînés pour pouvoir pacifier, pour pouvoir faire la médiation. Donc je trouve même que c'est très correct parce qu'il aurait pu la prendre en plein dans une dispute, d'une manière un peu « Oh, toi, de toutes les manières, tu es un fils issu d'inceste, etc. » Donc ça n'a pas été le cas. Maintenant, peu importe la manière dont les choses ont été faites, dans tous les cas, l'information l'aurait choqué. Que ce soit passé par un inconnu, par ceux qui l'aiment, que ce soit dans un contexte de fauteuil blanc ou autre, l'information est tellement lourde qu'elle aurait eu quand même son impact. Peu importe la manière, il allait être choqué. Mais est-ce que ça allait pas être différent si c'était fait par un spécialiste? Parce que je me dis, un spécialiste, il a les mots, il a le verbe qui va avec, les tenues linguistiques pour apaiser. Mais vous allez me répondre juste après l'intervention de Monsieur Kambou, qui nous appelle, je crois, de Bondoukou. Bonsoir, Monsieur Kambou. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Dieu merci. Alors, après écoute du secret de vie de Alain, oui. Qu'est-ce qui vous anime? Vraiment, je vois que Dieu a déjà fait beaucoup pour lui. Okay. Parce que pour certains, déjà, lorsque sa grand-mère lui a appris la nouvelle, pour d'autres, quand ils sortiront, d'autres pourront se suicider. Oui. Et Dieu lui a donné la force et il a pris le courage de pouvoir tenir jusqu'aujourd'hui. Vraiment, c'est une grâce. Et ce que j'ai à lui dire, c'est qu'il oublie un peu sa mère et qu'il considère sa grand-mère comme sa maman. Ah, d'accord. Parce que sa maman, actuellement, elle est dans ce n'est pas un fruit qu'elle a voulu avoir, qu'elle a eu. Donc, à chaque fois, comme lui l'a si bien dit, en le voyant, elle toujours ses mal, elle ressent toujours ses mal depuis des années passées. Voilà, donc, il essaie d'oublier un peu, de ne plus l'appeler maman. Mais de ne pas, c'est pas comme s'il faut le écarter du tout, mais appeler sa grand-mère comme sa mère. Et se confier à un homme spirituel, à un pasteur, son guide spirituel, pour que Dieu puisse l'aider aussi beaucoup. Parce que c'est pas facile à supporter. Pensant que tu es le fruit, vraiment c'est pas facile. C'est ce que j'ai à lui dire. Merci bien à vous, Monsieur Kambou. Et bien de choses à la population de Bondoukou. Comme Monsieur Kambou, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 27 22 40 12 58. Alors, tout à l'heure, je demandais justement, est-ce que cette annonce, si elle avait été faite par un spécialiste, le choc allait être différent? Pas forcément au niveau de l'annonce, mais par contre, le spécialiste aurait peut-être eu les mots pour accompagner l'annonce. C'est-à-dire qu'une fois le choc passé, qu'est-ce qu'on fait d'Alain? Comment on l'encadre? Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on contient ses émotions? Comment on crée un espace pour qu'il puisse les exprimer aussi? C'est à ce niveau-là que l'accompagnement d'un spécialiste aurait été différent. D'accord. Alors tout à l'heure, M. Kambou a souligné que pour lui, la meilleure option, c'est que Alain considère sa grande-mère comme sa mère et qu'il oublie un tant soit peu sa mère biologique. Qu'en pensez-vous? Je comprends son raisonnement, mais je dirais plutôt qu'il considère qu'il a déjà une figure maternelle. Le but n'est pas de chercher une autre mère. Une mère, on n'en a qu'une, peu importe le lien qu'on a avec elle, biologiquement parlant, il n'y a qu'une femme qui nous a enfantés. En revanche, il peut se dire qu'il a sa figure maternelle, sa figure éducative, qui est sa grand-mère, oui.
Pour ceux qui nous prennent en marche, vous tombez à pic pour le récap. Je m'appelle Alain. Depuis que je suis petit, j'ai toujours senti que j'étais un peu différent de mes frères. Oui. J'ai senti que c'est comme si maman ne m'aimait pas. Oui. Elle avait une manière de prendre mes frères, mes jeunes frères là, mes petits frères là. Elle les prenait bien chic. C'est ma grand-mère, ma mémé, ma femme là. C'est elle. Soit elle se fâche avec maman. Elle va parler, c'est maman, elle-même là, qui va me prendre. Si c'est pour m'envoyer à la clinique, si c'est pour m'envoyer à l'hôpital, en tout cas, c'est elle qui s'occupe de moi. Elle a fait beaucoup pour moi. Je me posais toujours la question, mais pourquoi est-ce que ma maman ne m'aime pas? Pourquoi elle est réticente avec moi, elle est toujours... C'est comme si c'est moi qui est devant elle. C'est avec ma mémé j'ai grandi, c'est avec elle j'ai fréquenté. Toutes les bonnes valeurs que j'ai acquises, c'est avec ma mémé. Jusqu'à ce qu'un jour, elle nous a réunis. Maman, mes frères, moi-même. Et puis aussi, on avait un oncle qui était là. Et comme ma mémé dit, il faut qu'il sache la vérité. Il est très sérieux, je ne l'ai jamais vu comme ça. Moi, mais il était là, il dit, donc il y a une vérité qu'il doit savoir. Et puis ma mémé m'a expliqué. Quand elle a fini de parler, dès qu'elle a fini de parler, tout est devenu calme en même temps. Tout a commencé à être clair dans ma tête. Toutes les questions que je me posais, j'ai eu la réponse un seul soir. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais le fruit d'un péché inimaginable. J'étais le fruit du viol de mon grand-père. Comment un père peut imaginer, même ne serait-ce qu'un instant, coucher avec sa propre fille? Mais malgré tout ça, je n'arrive toujours pas à faire sortir ces voix de ma tête. Je me pose toujours des questions. Toujours des questions. Toujours. Aujourd'hui, je suis là, j'essaie de m'en sortir. Voilà, j'essaie de faire comme s'il n'y a rien. J'essaie de m'intégrer à la vie normale, mais je n'arrive pas. Je suis le fruit d'un inceste. C'est le secret de vie de Alain. Secret de vie, c'est l'émission qui permet à nos témoins de se libérer de leur fardeau. 27 22 42 58, c'est le numéro sur lequel vous pourrez appeler pour participer à cette discussion. Alors, Alain explique qu'il n'a reçu aucun amour, aucune douceur, aucune marque d'affection. Tandis que tous nos intervenants demandent à Alain de se reconstruire, d'oublier un peu sa famille, un tant soit peu. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas reçu d'affection, quelles sont les conséquences, je dirais, apparentes, je vais dire conséquences psychologiques, pour quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour parental dans sa reconstruction d'identité? Premièrement, cette personne, elle peut avoir des carences affectives. Quand on a manqué d'amour, on a manqué de quelque chose de primordial. Donc, elle peut être amenée à chercher l'amour à l'extérieur.
à travers les relations amoureuses, à travers des formes de mentors, de guides, peu importe le titre ou le statut que cette personne peut avoir dans notre vie, elle va chercher en fait des figures maternelles ou paternelles qui pourront l'encadrer, qui pourront l'accompagner. Et parfois, elle peut aussi choisir des figures qui en réalité ne sont pas forcément saines pour elle, sont plutôt toxiques, néfastes, comme les amis, les collègues, etc., quand c'est le cas. Donc c'est ça qui peut se passer la plupart du temps. Il est parfois difficile de se reconstruire lorsqu'on n'a pas reçu assez d'amour parental. Monsieur Sawadogo, qui nous appelle de Meyagi, comment allez-vous? Je vais bien, bonsoir, maman, comment tu vas? Si, ça va bien. Alors, quel conseil? J'ai suivi. Ok. Oui, je dis bravo à les jeunes d'abord. Merci. Vraiment qu'il n'a qu'à prendre beaucoup de courage. Mais ce qui me fait mal encore, c'est ta maman qui dit que c'est ta maman qui montre à l'enfant qu'il a eu la honte de l'enfant, mais ça me fait plus mal encore. Tu vois, Dieu ne pose pas des fardeaux sur les gens sans trouver des solutions. S'il a eu ce problème, c'est qu'il y a des solutions qui peuvent venir demain. Mais si dans le cas contraire, toi-même la maman, toi-même tu ne veux plus voir l'enfant encore, mais pourquoi tu as pris le procès de cet enfant pendant 9 mois? C'est ce que moi je ne comprends pas. Quand tu vas tuer l'enfant pour rien, c'est pas possible. Comment tu vas garder un enfant pendant 9 mois et puis tu as vu me dire la vérité, et puis après encore tu fais semblant comme si tu ne l'aimes pas. Il n'a qu'à aller où? Il n'a pas se tuer ou il n'a pas se faire tuer pour partir. Moi je ne peux pas comprendre que Dieu qui a voulu ça, non? Il n'a qu'à vivre sa vie comme il veut. C'est Dieu qui a voulu ça, il vit, il va vivre sa vie comme il veut. Il va s'en sortir un jour. Moi je ne peux pas comprendre ça. Si le grand-père n'a pas eu honte de faire ça, la maman n'a pas eu honte de faire ça, bon aujourd'hui il va avoir honte de dire. Il n'a qu'à vivre sa vie comme il peut. Tu comprends, maman? Bonne émission à vous. Merci bien. Bon, les faits énumérés ici sont remplis de questions. Hein. L'intervention, pour lui, ne comprend pas. Il ne sait pas pourquoi la mère a décidé de garder cet enfant-là et ensuite venir le maltraiter. C'est incompréhensible pour lui. Ça, c'est propre à l'histoire de la mère. Peut-être qu'elle n'a pas eu le choix. On est en Côte d'Ivoire et en temps normal, l'avortement n'est pas légalisé dans notre pays. Donc, beaucoup de personnes avortent de manière clandestine. Peut-être qu'elle a tenté d'avorter et que ça n'a pas fonctionné, ou peut-être que c'était contraire à ses idéaux, son éducation, ses croyances religieuses. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait là actuellement, c'est que Alain a sombré dans la dépression juste après l'annonce de cette nouvelle. Alors, de manière générale, hein, avant de parler de la dépression d'Alain, pourquoi en Afrique, la dépression est banalisée? Parce que l'Africain est fort, Lynn. Voilà, c'est ce qu'on dit. L'homme noir n'a pas de problème, et même s'il en a, il passe outre. La dépression est banalisée parce qu'il y a aussi une méconnaissance de tout ce qui concerne la santé mentale. Et la dépression est banalisée aussi parce qu'elle est parfois assimilée à de la paresse ou bien parfois même à des maladies spirituelles. Tout est confondu en fait parce que les gens n'ont pas assez de clarté et de connaissance, d'information autour de la dépression. Cependant, comment cette dépression se manifeste? C'est comment reconnaître que notre frère, notre sœur, un ami est en train de déprimer ou devient dépressive? Une personne dépressive n'est pas forcément une personne inactive. Il y a des personnes qui ont une dépression active. Ils peuvent être là, ils courent à droite, à gauche, ils travaillent, ils sont dans tous les sens, mais pourtant à l'intérieur, ça ne va pas. N'écoutez pas ce que les gens disent, écoutez ce que les gens vibrent, ce qu'ils dégagent sur le plan émotionnel. Parfois, on peut vous dire ça va, alors qu'au fond, ça ne va pas. Donc, déjà, il y a ça. Les personnes dépressives sont très fatiguées. Elles ont des fatigues chroniques, elles dorment beaucoup, elles font des burn-out, elles font des chaos émotionnels. Les personnes dépressives souffrent de l'intérieur, pleurent parfois même sans raison inexplicable. Elles sont profondément malheureuses. Il y a un vide en elles. Elles ne se sentent pas à leur place. Elles ne se sentent pas là où elles devraient être. Elles ne se sentent pas accomplies. Et il faut prêter l'oreille pour les entendre. Alors, est-ce que les dépressions se traitent de la même manière? Déjà, est-ce qu'il y a plusieurs cas de dépression? Ça, c'est la première question. Ici, oui. Est-ce qu'elles se traitent de la même manière?
Oui, il y a plusieurs cas de dépression. D'ailleurs, dans le cas d'Alain, c'est une dépression existentielle. C'est-à-dire qu'il déprime parce qu'il questionne sa vie sur Terre. Est-ce que je suis légitime d'exister? Est-ce que je suis en droit d'exister puisque je suis le fruit d'un acte qui est considéré comme un crime? Vous voyez? Donc il y a ce genre de dépression-là. Et maintenant, je vous dirai après l'appel, comment faire? Ah, vous êtes forte, hein, vous avez senti qu'il y a un appel. Oui. Ah, c'est vrai qu'on entend sur le plateau. Bonsoir, monsieur Akibayo. Vous allez bien? Oui, alors très bien. Dieu merci. Faut dire que la mère d'Alain, elle a raison. Ok, la mère d'Alain. Selon vous, la mère d'Alain a raison d'agir ainsi? Oui, elle a raison d'agir ainsi. Ok. Alain est comme le représentant de son père. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, Alain représente son père. Donc, Alain a voulu, mais c'est Alain qui doit demander pardon à maman. Excusez, monsieur Akibayo, est-ce que vous pouvez vous éloigner un tant soit peu de votre poste au récepteur? Nous avons des difficultés pour entendre votre intervention. Je sens que votre idée que vous essayez de développer est tellement bonne que je n'ai pas envie de ne pas vous écouter, de perdre cet appel. Bon, ok. Voilà. Je crois que là, ça devient mieux. Ça devient un peu plus clair. Il y a une clarté qui commence à se dégager de votre intervention. Alors, vas-y. Oh, oui, on vous écoute. Allez-y. Ok, bon, je disais qu'Alain doit demander pardon à maman. Il doit demander pardon à sa maman. Oui, parce que Alain représente son père. Waouh, d'accord. C'est Alain qui a poussé. D'accord. Oui, c'est comme si c'est Alain. Oui. Alain n'a pas demandé. Alain, oui. Le représentant du père. D'accord. Il prend le nom de son père. Ok. La réception est mauvaise, malheureusement, mais l'idée générale a été perçue. Donc, Alain doit demander pardon à son père parce qu'il... et pour lui, Alain ressemble un peu à son père. Il représente un peu, il incarne la figure paternelle de la dame. Est-ce que vous êtes d'avis? Absolument pas. Le père, c'est le père. Alain, c'est Alain. D'accord? Alors, je sais que dans les familles africaines, on dit souvent que voilà, l'homme est le représentant de la famille. Donc, si ton grand-père n'est plus là, c'est le père. Si le père n'est plus là, c'est toi. Mais il ne faut pas tout mélanger. Alain n'a violé personne. Alain n'a pas commis d'inceste. Alain n'a agressé personne. Alain est la conséquence d'un crime. Donc, on ne peut pas demander à Alain de porter une responsabilité qui ne lui appartient pas. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes portent des responsabilités qui ne leur appartiennent pas. Beaucoup de personnes portent sur leur dos le poids des décisions de leurs parents. Alain n'est en aucun cas responsable de ce qui est arrivé à sa mère. Donc, ce n'est pas à lui de demander pardon à sa maman, c'est à l'agresseur, c'est-à-dire son grand-père qui est aussi son père. D'accord. Alors, revenons rapidement sur les différents cas de dépression et leur processus de traitement. Alors, premièrement, il faut absolument qu'il se fasse accompagner par un expert, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, peu importe, en fonction de ce qui lui conviendra le mieux. Il faut qu'il comprenne que sa présence sur Terre est légitime. S'il a pu arriver sur cette Terre et s'il vit encore aujourd'hui, c'est parce qu'il a quelque chose à accomplir. Quand on vit des situations difficiles, il faut se raccrocher au message. Il faut qu'il comprenne quel est le rôle qu'il est venu jouer au sein de cette famille. Alain a une grande mission et Alain est une grande âme. Alain est venu assainir sa famille. Il est venu couper, mettre un stop à un traumatisme transgénérationnel qui était présent dans sa lignée. Donc sa vie est utile et il a quelque chose à accomplir. Il est un message à lui tout seul et il ne faut pas qu'il s'identifie à cet acte. Alain n'est pas l'inceste, Alain est Alain. Il est arrivé par cette voie-là, certes, mais il ne doit pas s'identifier à cet acte-là. D'accord. Alain ne doit pas s'identifier à cet acte-là. Monsieur Ouattara, c'est bon. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, parce que je veux dire que M. Alain n'est pas du jeune. Oui. Parce que aujourd'hui, Alain peut prendre son bonheur pour sa maman. Oui. Voilà. Alain peut prendre son bonheur pour sa maman. Parce que
avec par le fait du jeune. Nous avons vu des femmes, vous le voyez, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui ont eu des enfants de foyer. Pendant le cas de récipient, il y a eu des enfants aussi. Aujourd'hui, l'enfant, lui, il est comme le fruit, il dit vraiment que la maman aussi m'appelle Alain. D'accord. La maman m'appelle Alain. Parce que moi, je suis dans la famille. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants dans la société qui sont vraiment. C'est bien noté. Merci à vous. Merci bien. Merci pour votre intervention et votre fidélité. Alors, il a souligné que la mère d'Alain aussi doit chercher à pardonner. Justement, est-ce qu'elle aussi elle a besoin de thérapie? Absolument. Absolument. Elle doit travailler sur elle, elle doit guérir, elle doit se pardonner. Je ne parle même pas de pardonner au père, ce n'est pas le sujet. Mais elle doit se pardonner à elle-même et surtout faire la distinction entre l'enfant qui est Alain et l'acte. Car Alain n'est pas l'acte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans sa dépression, il a une grande confusion. Il s'identifie à l'acte, mais parce que, en fait, c'est ce que sa maman lui a renvoyé, parce qu'elle-même n'a pas guéri ça et n'a pas fait la distinction entre les deux. D'accord. Du coup, quelles sont les ressources psychologiques, sociales, je vais dire thérapeutiques, pour soutenir Alain à se dissocier de l'identité de l'acte je vais dire, sa vie, son avenir, tout ça. Il doit retravailler son arbre généalogique, dans le sens où il doit se réapproprier son nom, son prénom, son identité. Il doit aller chercher à ses qualités, ses compétences, ses failles. Il doit chercher à véhiculer un message. Que peut-il transmettre de cette histoire de vie? Comment peut-il aider les autres enfants incestueux? C'est ça qu'il doit chercher. Il doit chercher le sens. Le sens l'aidera à sortir la tête de l'eau. Alain doit rechercher le sens de son existence pour sortir de l'eau. Alors, Karidjetou, bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous êtes d'avis avec notre consultante? Pour notre consultante, Alain doit chercher le sens de son existence afin de pouvoir sortir sa tête de l'eau. Qu'en pensez-vous? Oui, ça c'est sûr. Hein? Ça c'est sûr. Moi, j'aimerais lui dire Yako même. J'aimerais lui dire Yako. Puisqu'il est trop fort. Oui, quand même. Oui, j'aimerais lui dire Yako. Sincèrement, il faut vivre ça pour croire. Bien évidemment. C'est la même chose que j'ai dit hier que tout le monde était matêté, mais pour lui, c'est trop grave. C'est grave. Moi, j'aimerais lui dire Yako encore. Qu'il soit fort. Mais côté abandonner sa maman, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Puisque l'acte posé, mais sa maman n'était pas, sa maman ne voulait pas. C'était obligé, on dit viol. Oui. Voilà, moi, côté abandonner sa maman, non, ne l'appelle pas sa maman. Moi, je ne suis pas d'avis pour ça. Voilà. Merci moi, bien. Je veux que, voilà. Il continue de rester... Il comprend sa maman, puisque sa maman aussi souffre. Oui. Sa maman souffre. Mais je crois que même Alain comprend sa maman aussi depuis... Parce qu'il a dit même que je comprends maintenant pourquoi ma maman m'a traité ainsi. Et Alain en veut beaucoup à son père et je sais pas si c'est aussi son grand-père. Hein. Pas sa maman. D'accord. Merci bien. Voilà. Alors, rapidement... Merci bien. Merci à vous. Alors, rapidement, pour guérir... Hein, est-ce que Alain ne doit pas chercher aussi à pardonner à son père, qui est à la fois aussi son grand-père, dans son processus de guérison? Est-ce qu'il ne doit pas l'impliquer? Ça va arriver dans le processus, mais ce n'est pas le premier pardon qu'il doit accorder. Le premier pardon qu'il doit s'accorder, c'est le pardon à lui-même. Comprendre qu'il n'est en aucun cas responsable de tout cela. Ensuite, dans un second temps, il faudra accorder le pardon à la mère, puisque la mère, même s'il ne lui en veut pas, est quand même la source de nombreuses de ses souffrances. Et une fois qu'il aura vraiment avancé dans son cheminement, qu'il aura déjà guéri beaucoup de choses, qu'il se sera retrouvé, là, il pourra, dans le processus, pardonner le père / le grand-père. Mais attention, et j'aimerais dire ça à nos téléspectateurs, pardonner, ça ne signifie pas qu'on cautionne
pardonner, ça ne signifie pas qu'on garde la personne forcément dans son entourage. On pardonne pour soi, pour sa paix intérieure. Le pardon est personnel. Le pardon est un acte égoïste. Ça n'a rien à voir avec la personne qui cause le dommage. Au thème de notre émission, qu'avez-vous à dire de manière générale, Ramassia Alain? J'aimerais dire à Alain que sa vie est légitime, son existence est valable, ça ira. Le fait même qu'il en ait parlé, qu'il soit venu dans cette émission est un grand pas. Qu'il se fasse accompagner et tout ira pour le mieux. Merci à vous, Erin. Alors, à travers le parcours d'Alain, nous comprenons que les secrets familiaux ne disparaissent jamais. Son secret nous montre également que malgré le traumatisme, la réparation est possible. La résilience commence lorsqu'on accepte de nommer la douleur. Beaucoup de courage à vous, Alain. On espère que les différentes analyses et les différents conseils vous aideront dans votre processus de guérison. Merci d'avoir bien accepté de partager votre secret avec nous. Alors, c'est fini pour ce soir. On se donne rendez-vous pour une autre histoire dont le secret est « Par amour, j'ai accepté de partager mon mari avec un autre homme. » Par amour, j'ai accepté de partager mon mari avec un autre homme. C'est le secret de demain. Rendez-vous demain à 18h30. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à notre témoin, Alain. C'est fini pour ce soir. C'était Lynn Bonty dans Secret de vie.